S'il y a bien un mot qui exprime l'unité des manifestations de l'hégémonie occidentale, c'est bien le mot monopole, le monopole occidental. Réfléchissons sur quelques-uns de leurs mots. Comme le mot frappe dans le jargon militaire. Vous avez déjà très probablement entendu frappe au Yémen, frappe au Liban, frappe en Iran, frappe en Syrie et j'en passe. On remarquera qu'effectuer des frappes a toujours été le monopole reconnu et même accepté des puissances occidentales en général, puis surtout des États-Unis et accessoirement d'Israël. On y retrouve une connotation de punition, n'est-ce pas, de correction donnée et forcément à quelqu'un d'inférieur, puisqu'il est implicite qu'on ne peut le frapper et qu'on ne peut le corriger, seul lui peut le faire. On y trouve aussi dans le mot frappe une connotation d'avertissement, un sous-entendu que la prochaine fois ce sera pire, ce sera bien plus grave. Quand on parle de frapper, on parle aussi d'impunité, car traditionnellement, la punition est infligée par l'autorité, que ce soit le maître dans le sens d'enseignant, ou alors comme étant le maître dans le sens de propriétaire d'esclaves, ou encore de parents. Donc c'est une autorité qui frappe, qui inflige une punition. Et toute personne soumise à cette autorité est censée ne pas vouloir refuser, est censée ne même pas pouvoir refuser ou contester cette punition. Dans cette notion, il y a également l'idée de la correction, car ceux qui sont soumis de cette manière sont censés mériter cette correction pour rectifier leur comportement jugé insatisfaisant et surtout pour éviter une récidive. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Maintenant, réfléchissons au mot sanction. On remarque tout de suite qu'elle partage avec le mot frappe une connotation de punition, celle du supérieur à l'inférieur, celle du patron à ses employés, du maître à ses élèves indisciplinés, celle d'un pays puissant à un pays faible, etc. Bref, d'un dominant à un dominé. Qu'il soit une personne sanctionnant d'autres personnes ou un pays ou un groupe de pays sanctionnant d'autres pays. On notera aussi que si les frappes ont un contenu violent, voire sanglant, les sanctions sont, elles, essentiellement économiques, financières. Dans la hiérarchie des punitions, les sanctions précèdent en règle générale les frappes. On observe que les sanctions sont plutôt réservées aux pays importants qu'on ne peut pas frapper ou qu'on hésite à frapper, tandis que les frappes sont réservées à des pays ou à des groupes humains beaucoup plus faibles, dont on ne craint en principe rien. Prenons quelques exemples pour voir comment tout cela fonctionne. Les frappes. Les grandes puissances occidentales ont frappé régulièrement d'autres pays vulnérables, et ce jusqu'à récemment encore. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'elles en parlent comme si c'était parfaitement normal. On frappe des pays, des populations, des aéroports. On se propose de frapper par exemple les installations nucléaires, comme c'était le cas en Iran. Pas de problème, c'est normal, c'est même banal d'ailleurs. Ils le font avec le sentiment de bonne conscience et de légitimité. Les bombardements et les frappes sur un autre pays sont censés être le monopole de l'Occident. Vous voyez, dans leur tête, c'est comme ça en tout cas. Oser agir comme les États-Unis eux-mêmes agissent à Bagdad, à Belgrade et bien d'autres endroits, c'est impensable. Mais les États-Unis et d'autres puissances occidentales ont alors un autre privilège qui s'est donc manifesté. Et ce privilège est celui de choisir leurs victimes. Ils ont déclaré d'abord que c'était les Afghans, puis les Irakiens qui étaient coupables de ces attentats. La riposte a été terrible, à la hauteur du sacrilège que je mets entre guillemets. Peu importe que les civils afghans ou irakiens soient coupables ou non, ça n'avait aucune importance. Dans leur psychologie à ce moment-là, il fallait faire un exemple. Il fallait que la punition soit à la hauteur du crime. Non pas d'avoir tué des Américains, non, mais d'avoir simplement osé attaquer les États-Unis d'Amérique. C'est à se demander, est-ce que ce n'est pas la même chose que les Américains faisaient à 10 000 km de leur pays? Seuls les États-Unis avaient le privilège d'aller aussi loin, de considérer la planète tout entière comme leur champ d'action. Ils ont fait de la planète leur intérêt vital. Il fallait que la punition donc soit forte, sanglante, de sorte que tous les pays ne l'oublient jamais. Il fallait que le prix à payer soit tellement insensé qu'ils ne s'aventuraient même plus jamais à recommencer. Continuons avec les bases militaires. La question des bases militaires est très liée à celle des frappes. C'est à partir d'elles qu'elles sont effectuées, c'est à partir d'elles qu'on peut faire les frappes. Les bases militaires ont elles-mêmes un quasi-monopole occidental. Quel autre pays du reste du monde a des bases militaires en dehors de son territoire? Il y a 800 bases militaires américaines dans le monde. C'est beaucoup. C'est la principale raison d'ailleurs de l'énorme budget américain, 800 milliards de dollars, qui est loin de correspondre à une efficacité militaire proportionnelle à ce montant.
Que font ces bases militaires à des milliers de kilomètres du territoire de leurs propriétaires? Mais on est tous surpris d'apprendre à chaque fois que c'est la Chine et la Russie qui n'ont pas de bases militaires à l'extérieur de leur territoire qui sont accusés d'agressivité et de menaces. Il ne s'agit pas seulement d'une inversion de la réalité. Il s'agit d'un droit vécu comme étant un droit naturel par l'Occident impérial, quasi divin, et bizarrement c'est accepté, voire même inconsciemment accepté par les autres pays. On accepte cette domination de la même manière qu'on accepte le droit du maître ou encore du seigneur. C'est intériorisé. La présence d'une base militaire devient en elle-même une cause de conflit. Si elle est menacée, elle devient alors une justification pour attaquer les pays considérés comme responsables. C'est ce qui s'est récemment produit lors des bombardements en Irak et en Syrie. Dans une vision hégémonique, le monde entier est considéré comme faisant partie de l'espace vital occidental. Les sanctions, elles aussi, sont un monopole occidental, qu'elles soient économiques, financières et même sportives, comme les Jeux olympiques, ou juridiques, comme l'utilisation dernièrement du tribunal pénal international contre la Russie. Les sanctions, en effet, ne peuvent venir, elles aussi, que d'un seul côté. Ici, le monopole est encore plus évident, plus clair. On imagine mal, malgré la puissance de la Russie ou de la Chine, les voir geler les avoirs des Occidentaux ou prendre alors des sanctions financières ou commerciales internationales contre les États-Unis ou d'autres puissances occidentales, à part bien évidemment quelques mesures limitées de rétorsion réciproque. Il ne faut pas qu'on se leurre. Si des sanctions ne sont pas prises par le Conseil de sécurité, comme par exemple concernant la situation Israël, ce n'est pas à cause du droit de veto américain. C'est parce que les autres pays non occidentaux, les plus puissants, ne peuvent en prendre, ni d'ailleurs les États arabes voisins. En interdisant les sanctions internationales contre Israël, les États-Unis rappellent ainsi que les sanctions, c'est leur monopole. C'est un privilège exclusivement occidental. Preuve en est, les sanctions prises par les Américains contre l'Iran, l'Irak, la Libye, etc. On est d'accord? Les énormes sanctions prises contre la Russie à de multiples reprises n'ont pas eu besoin de l'aval du Conseil de sécurité. Pas du tout. Ils avaient les moyens de les appliquer seuls. On l'aura remarqué, s'il y a bien un mot-clé dans tous les rapports de l'Occident avec le monde, c'est le mot monopole. Et ça exprime l'unité des manifestations de l'hégémonie occidentale. C'est bien un monopole total qu'ils ont. Le monopole des frappes, le monopole des bases militaires, le monopole des sanctions. Et c'est par là qu'on arrive à expliquer cette politique du deux poids deux mesures. Le dictionnaire explique le deux poids deux mesures comme étant le fait de juger une chose analogue avec partialité selon des règles différentes. C'est-à-dire qu'on juge la même chose mais en prenant des paramètres différents. Donc je passe en route, une personne ne m'a rien fait, je gifle cette personne, on m'accuse. Une autre personne passe en route, me voit, je n'ai rien fait et me gifle. Là on commence à lui trouver des explications, à lui trouver des raisons. C'est en fait ça. On pourrait se dire que la politique du deux poids deux mesures est une position immorale de l'Occident dominateur qui contredit le droit international, qui contredit les valeurs et les aspirations dont il se réclame lui-même. Mais c'est un discours très simple et qui n'a jamais rien changé au fond. Il y a un monopole qui est exercé par les États-Unis et certains de leurs alliés sur les principaux leviers du pouvoir mondial, sur les principaux mécanismes de l'hégémonie mondiale. Et ce monopole est le résultat d'un déséquilibre qui subsiste, même s'il est actuellement en recul à travers les rapports de force qui persistent au bénéfice de l'Occident. Le secret du deux poids deux mesures, c'est simplement l'explication et la manifestation du déséquilibre. Le monopole occidental sur certaines formes d'action internationale n'en est que la conséquence en fait. Si ces gens font le deux poids deux mesures, ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit. C'est simplement parce qu'ils peuvent le faire, c'est tout. Ce déséquilibre est évident, on le voit et on le sait. On ne doit pas leur demander la justice. Ils peuvent faire quelque chose, ils le font. C'est aussi simple que ça en termes d'explication. Il est impossible aux pays du reste du monde, même ceux des pays les plus puissants d'entre eux, là comme je dis, la Chine, la Russie, l'Inde, de songer à une intervention militaire contre un allié américain, même si ces derniers oublient ou alors violent toutes les règles du droit international et de la morale humaine. Ils ne le feront pas. Les grandes puissances du monde non occidental pourraient-elles livrer des missiles, par exemple, Sol-Air à la Palestine ou encore au Hezbollah libanais pour abattre les avions israéliens qui combattent à Gaza, par exemple? Ils ne le pourraient pas. C'est impossible et ça n'est même pas aujourd'hui imaginable. L'Occident, la France d'abord, puis les États-Unis ont littéralement doté Israël de l'arme nucléaire. Si la Russie veut par exemple doter le Burkina Faso de l'arme nucléaire, vous pensez que ce sera aussi simple? Ça va passer crème?
Les États-Unis ont menacé de déclencher le feu nucléaire lorsque l'URSS à l'époque, en 1962, avait installé des missiles à Cuba et les États-Unis l'ont obligé à les retirer. Mais lorsque la Russie réagit exactement de la même manière lorsqu'ils veulent installer des missiles à leurs frontières, ils trouvaient ça anormal. Les dirigeants occidentaux veulent mobiliser l'opinion contre la menace russe, contre l'arrivée un jour des chars russes aux portes de Paris, de Berlin et j'en passe. Mais les chars allemands, les chars français, les chars américains sont déjà aux portes de la Russie en Ukraine. Et là, personne n'en parle. Ils trouvent ça parfaitement normal. Il y a donc plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre dans l'histoire. Pêle-mêle. Le deux poids deux mesures est une cause ou une conséquence. Le deux poids deux mesures n'est pas une cause mais une conséquence du rapport de force, tout simplement. La contradiction entre l'Occident, ce qu'il dit, ses valeurs et ce qu'elle fait, c'est la règle même du jeu. C'est comme ça que ça se passe en fait. Il ne s'agit pas seulement d'adopter une position moralisante sur cette question en reprochant à l'Occident de ne pas agir conformément à ses propres valeurs. Ils s'en fichent de leurs valeurs. Les valeurs qu'ils font, c'est pour vous, c'est pour que vous les respectiez, pas eux. Pensant qu'il faut les moraliser, on se trompe grandement. On ne joue pas au jeu du maître du jeu. On casse le jeu, on casse la table et on fait pour nous. La critique qui veut faire en sorte que l'on parle de morale aux Occidentaux, c'est acceptable et c'est encouragé parce que ça nous fait croire qu'il suffit qu'il existe un bon dirigeant en Occident pour que cela change. Mais non, depuis il n'y a pas de différence. Parce que ce n'est même pas une personne qui dirige l'Occident. Ceux qui dirigent l'Occident, vous ne les voyez même pas. Et ce sont eux qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. On doit comprendre que si le deux poids deux mesures s'exerce, c'est parce qu'il est possible de l'exercer. C'est tout. Ça veut aussi dire qu'il y a encore un très grand déséquilibre, un déséquilibre important entre le poids international de l'Occident et celui du reste du monde. C'est donc ce déséquilibre qui explique la souffrance inimaginable des peuples, comme c'est le cas actuellement un peu partout dans le monde. On a toujours été contraint de combler ce déséquilibre en versant notre sang. Et ce n'est pas le Congo aujourd'hui qui va me contredire à ce sujet. La domination occidentale a certes beaucoup faibli, elle est même en déclin, mais elle est encore présente. C'est même son déclin qui explique son regain d'agressivité. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, c'est là qu'il déchaîne toute la violence dont il peut faire preuve. Durant les périodes telles que la guerre du Vietnam ou les guerres coloniales, l'idéologie occidentale pouvait admettre certaines vérités, car l'Occident ne percevait pas sa domination mondiale comme étant menacée et ne ressentait donc pas un conflit existentiel. Cependant, de nos jours, la propagande ne tolère plus la moindre opposition justement parce qu'ils sont sur le déclin. Ils ne veulent plus d'opposition et ils ne veulent même plus de petites nuances dans le discours du dominant. Soit vous suivez, soit on vous abat. Ce qui est sûr, c'est que la dynamique du changement dans le monde est déjà lancée. Cela ira plus ou moins vite, mais elle ne pourra pas s'arrêter. C'est impossible. Les gens ont soif de liberté. La nouvelle génération et les peuples du monde vont connaître un nouvel ordre international. De nations qui iront peut-être de plus en plus vers une égalité réelle, quel que soit leur niveau de puissance et de force. L'ancien rêve internationaliste s'est effondré sous la forme d'un socialisme universel. Aujourd'hui, il est réanimé par un autre moyen, parfois désigné sous le nom des BRICS, parfois évoqué comme étant le monde multipolaire. Peut-être que cette fois-ci ce sera la bonne, peut-être. Peut-être qu'on va enfin échapper à cette malédiction ancienne, à ce perpétuel combat de tous contre tous, à ces interminables massacres et à cet état de guerre permanent. Peut-être oui, à moins qu'une catastrophe mondiale ne vienne contrecarrer un tel tournant historique aussi audacieux. Ma position sur le monde est: pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.